Clément Viktorovitch sur BAM, un Belgian Alternative Media. Est-ce qu'on est dans un monde de folie, là, maintenant ? Ah oui, je pense qu'on a basculé dans un monde qu'on n'aurait pas pu imaginer, en tout cas, et c'est peut-être ça, la définition de la folie. Les responsables politiques se permettent de mentir, les yeux dans les yeux, ils sont repérés et ils s'en fichent. On l'a vu en France, et c'est arrivé à Emmanuel Macron à de nombreuses reprises, en Grande-Bretagne, à Boris Johnson, aux États-Unis, Donald Trump. Il mentait auparavant, aujourd'hui il fait pire que mentir, il dit littéralement n'importe quoi, tout et son contraire, il change d'avis d'un jour sur l'autre, parfois d'une heure sur l'autre. Nous vivons dans un monde politique où la parole semble ne plus avoir de sens, ne plus avoir de poids, ne plus avoir d'importance. Et je pense qu'il y a quelques années, si on nous avait décrit ce monde, on se serait dit mais nous sommes devenus fous, le monde est devenu fou, tout tourne cul par-dessus tête. Malheureusement, c'est notre quotidien aujourd'hui. Et on devrait dire, retour à George Orwell et à Aldous Huxley quelque part. Hein. Donc, oui, quand on relit ça, c'est hallucinant. Oui, on est bien au-delà de ce qu'on prévoit. Quand est-ce le moment où tu te dis ça ne va plus quand est-ce que tu as basculé, toi, quelque part ? Alors, en France, j'ai observé les mensonges se répandre dans la parole publique mois après mois, puis semaine après semaine, puis jour après jour, tout au long de la présidence d'Emmanuel Macron. Et très vite, je me suis dit quelque chose est en train de changer. Macron uniquement ou pas avant ? C'est juste Macron ? Il y a une vraie rupture, mais en France, mais ailleurs dans le monde à partir de 2016. Il y a des prémices auparavant. En Italie, Silvio Berlusconi a été un chef de gouvernement qui a utilisé le mensonge plus que l'on en avait l'habitude. Il y a eu en Europe le précédent de Viktor Orban en Hongrie. Mais en 2016, il se passe 3 choses en même temps dans 3 grandes démocraties représentatives. En Grande-Bretagne, il y a la campagne du Brexit. Aux États-Unis, il y a l'élection présidentielle qui va mener à la victoire de Donald Trump. Et en France, il y a le début de l'élection présidentielle qui mène à l'élection d'Emmanuel Macron. Juste après les attentats, on se souvient de Bruxelles et Paris. Hein, absolument, exactement. Et quand on regarde ces 3 gouvernements, Johnson, Trump et Macron, sont des gouvernements qui ont utilisé le mensonge bien davantage qu'auparavant, de manière banalisée, de manière quotidienne. On a toujours menti en politique, c'est vrai, c'est ce que tu vas me dire et tu auras raison. Bien sûr, l'affaire Cahuzac en France, le Watergate aux États-Unis. C'est un grand menteur quand même. Hein. Oui, et puis les diamants de Bokassa sous Valéry Giscard d'Estaing. Bon, on a toujours menti en politique, mais Platon déjà le disait, Machiavel aussi. Bon. Mais par contre, là, la différence, c'est qu'avec les 3 responsables politiques actuels que j'ai nommés, le mensonge devient quotidien. On se permet de mentir, non pas par absolue nécessité, mais par pure commodité. Parce que la vérité est un peu embarrassante et plutôt que de devoir s'en expliquer, eh bien, on ment purement et simplement pour la dissimuler. Et dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Logocratie, j'ai répertorié pour la France des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples de mensonges. Les gens peuvent aller vérifier, peuvent aller regarder mes sources. Tout est sourcé, tout est référencé, qui montre bien qu'en France, les gouvernements d'Emmanuel Macron se sont permis de mentir les yeux dans les yeux, jour après jour, comme si de rien n'était. Et ça c'est un grand chambardement. Et on l'a vu aux États-Unis aussi, avec un Trump qui ment, et qui ment parfois de manière orwellienne. Tu citais George Orwell. Quand George Orwell imagine le slogan du parti de Big Brother, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, on se dit mais pour croire ça, il faut être fou. Eh bien, prenons Donald Trump, le jour de son investiture, premier mandat, il pleut. Bon, la foule rassemblée écoute son discours sous la pluie. C'est pas de sa faute. Et puis c'est pas grave. 3 jours plus tard, Donald Trump prétendra que ce jour-là, il faisait grand soleil. Mais tout le monde sait que c'est faux. Et donc les personnes qui étaient de ces images, oui, tu vois. Ouais. Et donc les gens qui étaient les personnes présentes doivent accepter le fait que ce jour-là, il est à la fois plu et en même temps qu'il n'est pas plu. D'accord. Bon. Mais ça, c'est littéralement orwellien. C'est ce que George Orwell appelle la double pensée. Exiger du peuple, des citoyennes et des citoyens, qu'ils acceptent en même temps 2 réalités contradictoires. Mais en France, quand Emmanuel Macron, par exemple, parle, c'était en 2019, il parle du chlordécone. C'est un pesticide qui a fait des ravages dans les Antilles françaises. Je rappelle qu'il y a un excellent réalisateur belge qui s'appelle Bernard Crusset qui a fait un joli dossier là-dessus et qui démontre tout. Voilà. Absolument. Ouais. Eh bien, Emmanuel Macron parle du chlordécone et il dit il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène parce que ça alimente les peurs et que c'est pas vrai. Fin de citation. Évidemment, il est immédiatement contesté par tous les scientifiques. 3 jours plus tard, l'Élysée, donc le palais présidentiel, déclare au journal Le Monde « Le président de la République n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène. » Alors qu'il y a toutes les preuves. Mais il y a toutes les preuves. Ouais. Mais c'était en vidéo, tout le monde l'a vu en direct. La vidéo est encore sur Internet. Les gens pourront aller vérifier ce que je suis en train de dire en ce moment même, verront tout à la fois la déclaration au journal Le Monde et la vidéo qui est encore en ligne. Mais pourquoi ils font ça, d'être dans le mensonge aussi libre, aussi déclaré?
déclaré, quoi. Parce que c'est plus commode. Parce que pour Donald Trump, qui veut prétendre que tout se passe toujours au mieux dans son quinquennat, c'était un peu embarrassant d'admettre qu'il a plu. Alors ça, c'est d'une absurdité sans nom. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a prétendu qu'il faisait grand soleil. Pour Emmanuel Macron, il dit une immense bêtise ce jour-là, quand il prétend que le chlordécone n'est pas cancérigène. Au lieu de dire « Désolé, je me suis planté. Bah, pardon, ça arrive », qu'est-ce qu'il dit ? « Non, j'ai jamais dit ça. » Ça n'existe pas. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on ment par pure commodité, non pas pour camoufler des affaires graves, mais simplement parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais des exemples comme ça, là, ça paraît anecdotique. J'en ai répertorié des dizaines et des dizaines. Je rappelle, il y a pas mal de bouquins que tu as écrits et qui certifient tout ça. Il y a quelque chose qui nous a choqué, nous, en Belgique, en tous les cas, c'est les Gilets jaunes. C'est une génération qui n'avait jamais manifesté, qui se rendait dans les rues. Il y a eu quand même des dégâts épouvantables. Donc, comment on ose faire ça et pourquoi le peuple ne bouge pas ? En fait, quand on regarde les Gilets jaunes, on peut regarder plusieurs choses différentes. Il y a eu les manifestations des Gilets jaunes, les heurts avec les forces de l'ordre, parfois un peu de destruction de biens, voilà, effectivement des abribus, quelques banques. Bon. Oui, mais c'était c'est des quinquagénaires, des sexagénaires qui étaient passés dans la rue, des gens désespérés quelque part, qui manifestaient pour certains la première fois. Oui, c'est vrai. Et tu vois, effectivement, c'est ce dont on a le plus parlé aujourd'hui quand on parle de Gilets jaunes. Les gens voient la foule sur les Champs-Élysées, les fumigènes, des vitrines brisées, et on se dit, oh là là, mais quand même, comme tu m'as dit, mais comment a-t-on pu ? Moi, il y a deux autres choses qui m'ont choqué pendant les Gilets jaunes. La première, c'est la violence policière. Et j'emploie le mot. Et ça a été, là aussi, documenté. Il y a des milliers de vidéos, il y a des articles de journalistes, il y a des décomptes du nombre de blessés, il y a des rapports issus d'ONG, Amnesty International, issus d'organisations officielles, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Conseil des barreaux de France, issus même parfois d'organisations internationales, l'ONU ou le Conseil de l'Europe, des rapports qui se sont empilés, qui documentent combien est-ce que les manifestations des Gilets jaunes ont fait l'état d'une répression sans précédent et totalement disproportionnée. Et bizarrement, tu vois, on se souvient davantage des destructions de biens que des personnes qui ont perdu un œil ou une main. Mais pourquoi ? Parce que pendant que les personnes perdaient un œil ou une main, le gouvernement disait: il n'y a pas de violence policière. Tout le monde les voyait, les violences policières. Les vidéos s'accumulaient, les rapports s'empilaient. Il n'y a pas de violence policière. Là encore, le mensonge, les yeux dans les yeux. Et moi, sur les Gilets jaunes, je vais te dire ce qui m'a le plus marqué et ce que je retiens de ce mouvement. C'est ce qui s'est passé sur les ronds-points. Sur les ronds-points, les gens sont descendus, ils se sont rassemblés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à parler politique. Et en parlant politique, ils ont construit de la politisation. Et tout d'un coup, ils ont commencé, les gens, alors que la première revendication, la revendication de base, elle est purement matérielle. On veut de l'essence moins chère. On refuse une hausse de taxes sur l'essence. Tout d'un coup, les gens, ils ont commencé à parler de démocratie participative, de référendum d'initiative citoyenne, de prise en compte du vote blanc, de vote obligatoire, comme il est en Belgique. Bon, bref, ils ont commencé à débattre du fond de ce que c'est qu'une démocratie. Et ça, je trouve ça magnifique. Le fait que quand le peuple se rassemble, s'unit, descend dans la rue, c'est pas... ou pas seulement, mais pas avant tout, pour casser ou pour râler. C'est aussi pour faire du commun et pour découvrir que la politique, elle naît du premier rassemblement entre deux citoyens. Et ça, c'est ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. On n'en parle pas assez. Moi, j'ai trouvé que c'était un symbole magnifique. Ces Gilets jaunes n'ont pas explosé. On a l'impression que ça allait exploser, que ça allait être un mouvement, et puis ça a été brisé dans l'œuf, quelque part. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles, un peu ? C'est pas le silence des pantoufles. Non, mais le reste du public n'a pas réagi, c'est ça que je veux dire, quoi. Mais c'est le silence de la peur. Ouais. Pourquoi est-ce que le mouvement des Gilets jaunes s'est épuisé ? Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu des centaines et des centaines de blessés et qu'au bout d'un moment, les gens avaient peur. Ils avaient la trouille de descendre dans la rue. Et on peut difficilement leur en vouloir. Et parce que, deuxième raison, on leur a menti les yeux dans les yeux. Emmanuel Macron a dit: je vais faire une grande convention, un grand débat national où je vais écouter tout le monde. Il a écouté tout le monde et à la fin, il a dit: je n'en tiendrai aucun compte. Je n'en tiendrai aucun compte, je ne ferai rien de tout ce qu'on m'a dit. Bon, là aussi, prétendre qu'on va écouter pour au final n'en rien faire. Si, dire, je vais réunir une convention citoyenne pour le climat. Et là, j'appliquerai rigoureusement tout ce que proposera cette convention. Il y a eu une convention, les gens ont fait 150 propositions. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Rien. Ou plutôt, il a retenu que ce qu'il arrangeait. Donc, à chaque fois, et on pourrait continuer la discussion pendant des heures. Je continuerai d'énumérer des exemples pendant des heures. Le discours français, le discours du pouvoir ces 10 dernières années a été tissé de mensonges et de déloyauté. Ils n'ont eu de cesse de dire une chose et de faire le contraire, de faire quelque chose sans le dire. La politique est devenue un art de ne pas faire ce que l'on dit et de ne pas dire ce que l'on fait. Et c'est justement tout cela que j'essaie de dénoncer aujourd'hui. On se souvient du jeu quand on jouait au 1000 bornes. C'est Elisabeth Borne, il y a eu un nombre de 49 fois absolument invraisemblable, mais presque équivalent aux 1000 bornes d'ailleurs. Donc aussi un déni de démocratie complet, quoi.
Oui, bien sûr, mais là aussi, on peut accumuler les exemples. La brutalisation du Parlement à coup de 49.3, c'est parfaitement vrai. La réforme des retraites, qui était rejetée par tout le monde, elle était rejetée par le jour où tu es ici, il y a une manifestation d'ailleurs contre les pensions à la retraite dans les rues de Bruxelles. Donc, vous voyez, cette question, elle n'épargne personne. Et en France, ça a été quand même quelque chose. Plus d'1 million de personnes, selon la police, dans les rues lors des plus grandes manifestations. Mais ça devrait faire bouger le gouvernement, l'opposition. Mais s'il n'y avait qu'1 million de personnes dans les rues, 70 à 80% des gens étaient contre. Quand on regardait les enquêtes de sondage, tous les syndicats étaient unis contre. Mais même pire que ça, l'Assemblée nationale était contre, puisque de l'aveu même de la Première ministre Elisabeth Borne, l'Assemblée nationale s'apprêtait à rejeter le texte. C'est pourquoi elle a demandé le 49.3. Donc là, on voit bien que tout le peuple français, quelle que soit la définition que l'on donne du peuple, était contre cette réforme. Elle a été quand même imposée, si ça, c'est pas un déni de démocratie. Et puis, on a quand même eu des élections législatives en juillet 2024, des élections dans lesquelles le pouvoir en place a été sèchement sanctionné. Hein. Oui. Et qu'est-ce que s'est-il passé derrière? Rien. Et comment peut-il arriver nous, on a un roi qui n'a rien à dire, mais vous avez un président qui devient un roi quelque part. C'est un peu ça. Mais il a une voix, je vais qualifier royale. Hein, mais la réponse est simple, en mentant. Oui. En mentant. Oui, tu les dénonces, tout le monde le dénonce, les gens s'en rendent compte. Oui, mais il y a tellement de mensonges que les gens finissent par s'y habituer et par laisser filer. La succession des mensonges finit par emporter la résignation du peuple. Et c'est cette résignation qui est très grave. La résignation pendant les Gilets jaunes, quand on a dit aux gens on va vous écouter, puis qu'il n'en a rien été fait. La résignation au moment de la réforme des retraites, quand on a menti aux citoyennes et aux citoyens. Le gouvernement a prétendu, par exemple, que la réforme des retraites qu'il proposait permettrait la mise en place d'une retraite minimale à 1 200 € pour une carrière complète. On s'est rendu compte que c'était pas vrai, que c'était même pas inscrit dans le projet de loi. Ça, c'est un économiste, Michael Zemmour, qui a fini par le dénoncer, et tout le monde l'a découvert. Et à ce moment-là, qu'a dit le gouvernement? Je te le donne en mine. Nous n'avons jamais prétendu qu'il y aurait une retraite minimale à 1 200 €. Bon, donc voilà. Et puis au moment des élections législatives, là où le gouvernement en place se prend une raclée, enfin, je veux dire, ils prennent la plus grosse chute en nombre de sièges que l'on observe lors de ces élections législatives. Ils ne sont plus la première force du Parlement. C'est le rassemblement de la gauche qu'on appelait le nouveau Front populaire qui arrive en tête. Que dit Emmanuel Macron? Nous avons, c'est vrai, perdu cette élection, mais, ajoute-t-il, personne n'a gagné. Comme s'il pouvait y avoir une élection sans premier. Ce qui évidemment est absurde. Bon. Retour de Jacques Martin à l'école des fans. Oui, voilà, c'est exactement ça. Bon. Est-ce que il y a aussi Macron, on sait quoi? On dit aussi que BlackRock a racheté la dette française et qu'il est couvert. Il a carte blanche. Il peut y aller. Il est couvert quelque part. Ce qui est vrai, c'est que bon, il y a une politique qui est menée, qui est dans l'intérêt des élites économiques. Je pense que ce sera difficile d'être en désaccord. Comme le nez au milieu d'une figure. Mais voilà. Je pense que ce sera difficile d'être en désaccord avec cela. Bon, maintenant la question c'est qu'est-ce que les citoyennes et les citoyens vont en faire? Est-ce que nous allons continuer d'accepter qu'on nous mente les yeux dans les yeux, se dire finalement après tout, ils sont tous pourris, après tout, c'est pas si grave, après tout, bon, ou est-ce qu'on va continuer, ou plutôt, est-ce qu'on va commencer à se réindigner d'une situation qui est indigne? Et qui a les clés de cette forme de révolte? Qui aura les clés? Un personnage, un mouvement qui peut déclencher C'est le problème des mouvements sociaux, des révoltes citoyennes, de la colère du peuple, c'est qu'elles ne se décrètent pas. Donc moi, j'essaye de prendre ma part à mon niveau, j'essaye d'informer, j'essaye de continuer de montrer qu'on peut, et même sans doute qu'on doit s'indigner devant des discours qui sont des discours de mensonges, les yeux dans les yeux. J'essaye de le faire sur ma chaîne Twitch, dans les capsules qu'on relaye sur les réseaux sociaux, dans mes livres. J'essaye de le faire sur scène aussi, avec une pièce de théâtre, L'Art de ne pas dire, dans laquelle j'essaye... Dans le pitch, tu es l'ancien chef de cabinet, au chef de com du président, tu es viré, tu dois c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, j'incarne. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est plutôt d'expliquer cette déloyauté. Là, dans L'Art de ne pas dire, j'essaye de la faire vivre de l'intérieur, puisque sur scène, dans cette pièce de théâtre, j'incarne le conseiller en communication, en effet, du président de la République. Ce conseiller se fait virer, et du coup, il décide de se venger. Il va se venger en organisant une conférence devant les gens, les citoyennes et les citoyens, pour révéler tous les secrets de manipulation
manipulation du pouvoir. Et le spectacle, c'est la conférence. Et donc, dans ce spectacle, qui est une pièce de théâtre sous la forme d'une conférence, j'explique de l'intérieur comment est-ce qu'il faut du cynisme, un regard froid, surplombant et manipulateur pour faire de la langue politique ce que, hélas, elle est réellement devenue. Donc voilà, et c'est quoi? C'est l'humour, les humoristes s'expriment beaucoup, les chanteurs, les acteurs, les comédiens, tout le monde s'exprime. Il n'y a pas l'impression que ça fasse bouger, comme disait Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, c'est ça? Oui, mais encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas désespérer du débat public, je pense qu'il ne faut pas désespérer de la démocratie et qu'il ne faut pas désespérer de ce que nous faisons. Je pense que un mouvement social, encore une fois, ne se décrète pas. On ne sait jamais. Un mouvement social et même plus généralement une révolte citoyenne. Moi, je ne suis pas un révolutionnaire. Je ne parle pas de révolution, je parle de révolte. Je parle simplement de s'indigner collectivement devant le spectacle atterrant de ce qu'est devenu notre démocratie, ou du moins ce qu'il en reste. Et j'en pense que ça ne se décrète pas, mais que par contre, il faut continuer simplement d'expliquer, de montrer la réalité telle qu'elle est. C'est ce que je tente de faire. C'est ce que d'autres tentent de faire à leur manière. On crée du débat public et nous verrons bien où tout cela nous mènera. Et de la récupération politique un petit peu, des gens qui surfent sur votre vague ou pas du tout? La récupération politique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le fait de dire que certaines de nos prises de parole, les miennes, celles de mes confrères, consoeurs, vont être relayées, réutilisées, citées par des politiques? Oui, sans doute. Après, ça, on n'en est pas responsable, ça ne nous engage pas. Moi, ce que l'on fait de ma parole ne m'engage pas. Ce qui m'engage, c'est ma parole elle-même. D'accord. Et ce que je dis, je l'assume. Et le reste, ça ne m'appartient plus. Alors, imaginons une petite baguette magique, je te donne les clés de l'Élysée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça en fait? La réponse est très simple. Alors moi, tu me donnes les clés de l'Élysée, je prends une mesure et une seule, et ensuite je me casse. Je convoque une assemblée citoyenne constituante, tirée au sort, et je laisse les citoyennes et les citoyens... Tirée au sort, ou bien les gens qui vont sur la localité, c'est vraiment un tirage au sort, c'est populaire? Non, tiré au sort. Je pense que le tirage au sort est un mode légitime. Après, on ne se contente pas de faire du tirage au sort. On peut rentrer dans les détails si tu veux. Bien sûr, non, mais je veux dire, voilà, vraiment... c'est ça. Mais je veux dire, à un moment, est-ce qu'il est possible, on a vécu une révolution il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. On est dans un contexte où on fête les 250 ans de la libération des États-Unis, ici, avec des F-35 qui sont survolés Bruxelles, c'est invraisemblable. Donc, c'est ça, quoi. Il refaut une petite révolution. Moi, je pense que l'heure est mûre pour que nous réinventions notre démocratie, que nous écrivions, nous, citoyennes et citoyens, une vraie constitution délibérative, participative, qui replace les citoyennes et les citoyens au cœur de leurs institutions, au cœur de l'élaboration des décisions. Et il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Par exemple, en France, on a un Sénat qui est une belle assemblée, où il se passe de beaux débats, mais qui redouble l'Assemblée nationale. Bon, et si, à la place du Sénat, on avait un Sénat citoyen totalement tiré au sort? C'est une proposition. On a beaucoup parlé du référendum d'initiative citoyenne et du référendum révocatoire. C'est des belles propositions. On peut imaginer des conventions nationales, plutôt des conventions citoyennes tirées au sort sur tous les sujets d'intérêt général. On peut imaginer des agoras citoyennes partout sur le territoire pour que les gens puissent se rassembler et parler politique. On peut imaginer des cours de rhétorique à tous les citoyens et à toutes les citoyennes au lycée pour que tout le monde soit capable de s'investir en politique. On peut imaginer plein de choses pour faire une démocratie plus participative. Moi, ma seule mesure, ce serait de donner ces clés-là au peuple français, de dire au peuple français, écrivez votre propre constitution. C'est pas compliqué, hein. On tire au sort une assemblée constituante, on aurait 500 personnes qui seraient chargées de l'écrire. En parallèle, on fait une plateforme en ligne pour que tout le monde puisse participer au débat, parce qu'à la fin, l'objectif des 500 membres de l'assemblée constituante, c'est que leur constitution soit votée. Donc s'ils voient que leurs travaux vont dans une direction qui n'est pas souhaitée par le reste des citoyens en ligne, ils iront ailleurs. Donc on fait comme ça. Voilà, c'est un dialogue, une dialectique entre une assemblée tirée au sort et un espace numérique en ligne auquel tout le monde peut participer et des débats dans lesquels tout le monde peut s'investir. C'est un dialogue qu'on sait mettre en place. On a toutes les technologies. La science politique travaille sur ces questions depuis maintenant plus de 2 décennies. On sait le faire. Et donc moi, si j'étais président de la République, c'est ce que je ferais. Je convoque une assemblée constituante, je laisse les citoyens réinventer les règles du jeu et du pouvoir, et moi, je me casse. J'ai 6 ans, je suis ton neveu, ton voisin, et je viens chercher, est-ce que je dois avoir peur de demain? Qu'est-ce que tu me dis, toi, petit garçon de 6 ans? La première chose que je dis, c'est qu'il y a de nombreuses raisons
d'avoir peur de demain. Et malheureusement, j'aurais du mal à donner de l'optimisme. Et en même temps, ce que j'ai aussi à dire, c'est que le pire n'est jamais certain, que la lutte n'est jamais vaine, que l'histoire n'est pas écrite et que dans l'histoire de l'humanité, les mouvements sociaux, les révoltes populaires, les sursauts citoyens ont pu exister et ont pu changer le cours de l'histoire. Je veux croire que le cours de l'histoire pourra être changé. Ah bah, très bien. 2 octobre, prenez rendez-vous, c'est au Cirque Royal, hein, c'est ça, une belle salle, hein, c'est ça que tu joues? C'est une salle Ah ben magnifique. voilà, c'est une salle magique et on va revoir un chef de cabinet, on va appeler ça, un chef de cap qui est viré, qui fait une conférence, donc spectacle qu'on viendra voir. J'exige le 49.3, le CS 49.3. Merci en tout cas Clément Merci Viktorovitch. infiniment.